père, il m'expliquait pas que t'as pas les capacités, c'est juste que tu te rends pas compte que tu les as. Et en troisième, si tu termines premier de classe, je t'offre un MacBook. Et à l'époque, c'était vraiment la Rolls pour moi. J'avais 18,97 de moyenne. T'arrives en prépa, tu te prends une plaque premier de classe des plus grands lycées français, Stanislas, Henri IV. Moi, j'arrive, lycée français de Casablanca. J'avais le syndrome de l'imposteur à fond. Salut Marwan, comment vas-tu? Ah, écoute, ça va super, merci de me recevoir. Toi, comment ça va? Très bien, très bien. Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous en dire un petit peu plus sur toi? Ouais, avec plaisir. Du coup, Marwan Kander, je suis actuellement à Londres. Je suis sales manager. Tu peux traduire ça en directeur commercial, manager d'équipe commerciale. C'est les titres anglais sont toujours un petit peu complexes à traduire, mais je travaille chez Vercada et je m'occupe de gérer le marché français. Avant ça, j'étais à Paris. Je travaillais dans la tech à Paris et avant ça, j'ai fait mes études à droite à gauche. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus en détail. Voilà, en quelques mots, ce que je fais, un franco-marocain relocalisé à Londres depuis quelques années maintenant. Génial. Bah, moi, la question que j'avais maintenant, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton histoire? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours scolaire? En fait, comment tu as fait pour en arriver jusque-là? Ouais, bien sûr. Du coup, parcours assez simple. Il n'y a pas d'histoire super intéressante à raconter. Mais du coup, j'ai grandi au Maroc, donc d'un père marocain, d'une mère bordelaise, qui a fait le choix de s'expatrier au Maroc il y a plus de 30 ans de cela. Ça m'a permis de faire mon collège, mes petites classes et également mon lycée au lycée français de Casablanca. Et voilà, après, je suis allé en France faire mes études. J'ai fait une classe préparatoire. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce et ensuite, j'ai commencé à travailler tout simplement. Donc, j'ai pas 18 masters. J'ai essayé de faire le moins de temps d'études possible et de maximiser le ratio qualité slash temps passé. Et ensuite, je me suis expatrié à Londres. Donc voilà, au lycée, l'aventure a vraiment commencé au collège. Si tu veux qu'on rentre dans les détails maintenant, voilà, collège français d'une ville qui s'appelle Mohamedia, que tu connais bien d'ailleurs, que tu connais bien, Samy. Élève complètement moyen jusqu'à la classe de troisième. Techniquement, fin de la quatrième. J'étais dans le ventre mou et j'étais heureux d'être dans le ventre mou. Si tu veux, ça me posait pas de problème parce que je suis quelqu'un qui a un esprit très scientifique, très analytique et je comprenais pas à quoi l'école allait me servir. Si tu veux, ouais, je faisais mes recherches, je regardais les gens qui avaient réussi leur vie. Ok, il y a Mark Zuckerberg, pardon, qui a monté Facebook, il était encore prépubère dans sa chambre d'université, mais à part ça, je comprenais pas. Et arrivé au lycée, comment ça s'est passé? Arrivé au lycée, bah, j'avais commencé à comprendre fin collège, si tu veux, l'importance de l'école. J'avais compris que j'étais pas un génie, que même si j'étais pas content et que je trouvais que le système scolaire avait plein de failles, j'allais pas pouvoir le changer sans, dans un premier temps, passer par ce système scolaire-là. Donc j'ai eu la chance d'avoir un père qui a été un super coach et qui m'a permis de réaliser que, bah, avant de critiquer quelque chose, fallait être un master dans le domaine. Donc fin de troisième, je commence à vraiment travailler. Je passe de, je sais pas, deuxième moitié de classe, un peu plus vers la fin, premier ou deuxième de classe assez rapidement, en moins d'un trimestre. Pour la petite histoire, mon père, en fait, il m'expliquait, il m'a dit, c'est pas que t'as pas les capacités, c'est juste que tu te rends pas compte que tu les as. Donc, il m'a mis une petite carotte. Il m'a dit, en troisième, si tu termines premier de classe, je t'offre un MacBook. Et à l'époque, un MacBook, c'était quelque chose de, moi, j'avais un micro PC, ouais, j'avais un micro PC, les petits notebooks à l'époque, qui coûtaient 200 euros, je sais pas si tu te rappelles, avec un écran 9-11 pouces. C'était vraiment la Rolls pour moi. Excuse-moi, j'ai oublié de te demander, mais pour rappeler à nos spectateurs, t'as quel âge Ouais, aujourd'hui? j'ai 25 ans, je vais sur les 26 rapidement. Top. Et avant, tu as partagé une notion qui est très importante. En fait, pour ceux qui nous regardent, je connais Marwan depuis quelques années, depuis le lycée. Et le conseil qu'il a partagé avant, c'est celui qui m'a permis de changer ma scolarité. C'est celui qui m'a permis de passer de 12 à 16 de moyenne, d'un élève moyen à un excellent élève. Et c'est vraiment le conseil de ne critiquez pas le système tant que vous n'êtes pas le meilleur dans le système. Absolument, absolument. Et ça sert à rien de critiquer si t'es pas premier. Quand t'es premier, que tu gagnes de la crédibilité, que t'as une réputation, là, tu peux influencer certains changements. Ouais, mais la C'est nuance en ça. fait à comprendre, c'est que il faut être le meilleur dans le système pour changer de système, pour passer au level au-dessus. Ouais, ouais, complètement. Et si tu fais un parallèle simple avec, je sais pas, le sport, imagine une équipe de foot. Et t'as un remplaçant qui est sur le banc, qui cire le banc depuis des années et qui est là en mode ouais, le coach il sait pas ce qu'il fait, ouais, la ligue elle est nulle, ouais, les arbitres ça fonctionne pas, etc. Ce gars-là, il va jamais être pris au sérieux parce qu'il est pas titulaire et Ouais, qu'il est il pas va en pas haut du marquer de classement but. des buteurs. Exactement. En revanche, Lionel Messi qui fait une déclaration à l'heure actuelle sur des arbitres, tout le monde va écouter.
Donc je te dis pas que je suis Lionel Messi, loin de là, mais tu peux viser un 11 titulaire. Ouais, mais en tout cas, moi, ce conseil, c'est à partir du moment où j'ai commencé à l'implémenter que les choses, elles ont changé. Parce que moi aussi, j'étais un peu comme toi et comme je pense beaucoup de gens, à critiquer le système. Ah, le système, il nous freine, il freine les gens à la réussite, etc. Mais au final, je me suis juste tu, j'ai commencé à bosser et les résultats, ils ont suivi. Et les choses, elles ont commencé à changer pour moi. Tout à fait. Ouais, non, c'est vraiment un conseil dont moi-même j'ai hérité, hein, de mon père. Et effectivement, il a changé beaucoup de choses pour moi. C'est quelque chose que j'applique encore au quotidien. Dans la vie professionnelle, tu as souvent beaucoup de frustration. Tu te dis, putain, cette personne, elle est là, elle est au-dessus de moi. Est-ce qu'elle mérite vraiment d'être au-dessus de moi? En fait, tant que t'es pas au-dessus d'elle ou que t'es pas au même niveau, ne parle pas, délivre, travaille dans l'ombre et les résultats et les chiffres parleront d'eux-mêmes. Donc, tu as fait ton collège au Maroc. C'est ça. Collège, lycée au Maroc. Très sympa. Et petite question, comment le système scolaire marocain il est différent du français? Bah alors moi si tu veux j'étais dans un collège et lycée français donc je passais le même bac qu'en France. Enfin on était qualifié en centre étranger, on avait des épreuves un petit peu différentes qui étaient quelques semaines avant il me semble le bac en France, mais grosso modo c'était des profs français, des profs certifiés par le système éducatif français. Donc vraiment la même chose sauf que t'as le soleil et la plage en plus quoi. Et donc tu as passé ton bac, tu l'as eu? Ouais, j'ai eu le bac. Donc pour te donner un peu de contexte, je suis arrivé en seconde générale. Seconde générale, j'ai tout de suite compris en fait, j'ai compris le concept en seconde de zone de génie. J'ai compris que certes, on a tous des forces et des faiblesses, et il y a un certain moment, faut travailler sur ces faiblesses effectivement pour pas qu'elles soient catastrophiques. Mais il y a un moment, faut travailler 2 fois plus sur tes forces. Et si tu veux, j'avais la chance de pouvoir aller haut la main dans n'importe laquelle des filières, que ce soit littéraire, scientifique ou un bac ES, comme on l'appelait à l'époque. Et j'ai tout de suite compris que j'allais maximiser ma valeur dans un bac ES. Je me suis dit, bac ES, j'ai une chance d'être premier du lycée. Bac S, je serai top 10. Donc un bac ES, c'est ça? Bac ES, ouais, j'ai choisi le bac ES. Et à cette époque-là, j'avais choisi le bac ES et je m'étais même pas vraiment renseigné sur ce que tu pouvais faire après un bac ES. Je savais que c'était un bon bac reconnu. Je regardais les grands frères, des potes qui avaient fait des bacs ES. Je me disais, ils s'en sortent pas trop mal. Je vais pas finir à la rue. Et ensuite, c'est en première ES que je comprends que le dossier, je sais pas si le système est encore comme ça, mais le dossier, tes notes que tu as pendant les 6 trimestres entre la première et la terminale vont déterminer ta capacité en fait à être accepté dans les établissements les plus prestigieux. Donc là, mon focus change. Mon focus change, je deviens un monstre à l'école. C'est-à-dire que j'investis énormément de temps, j'écoute beaucoup en classe, je m'entoure de gens qui sont plus intelligents que moi à l'école et qui sont beaucoup plus scolaires, parce que moi, malgré tout, je suis pas très scolaire. Et j'arrive en ayant mon côté un peu qu'on appelle en anglais street smart, débrouilleur, malin, qui comprend vite, qui analyse vite, plus un peu de travail et de la méthode, j'arrive vite fait à me hisser en premier de mon lycée dans cette filiale-là, dans cette filière-là, pardon. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que je vais voir la conseillère d'orientation en classe de première et elle m'explique, enfin, on me parle un petit peu des différentes voies. Tu peux aller en école de commerce, tu peux aller à la fac, tu peux faire tout. En vrai, on te dit, tu peux tout faire avec un bac ES. Je me dis, ok, très bien, merci, c'est pas utile. C'est un conseil complètement inutile parce que moi, je viens de voir, j'attends à ce que tu m'aides à mapper mes forces, mes faiblesses et qu'on trouve ensemble une voie qui me correspond. Donc, j'en parle un petit peu avec mon père. J'en parle avec mon père et mon père me dit, tu sais quoi, viens, on va aller au salon de l'étudiant à Paris. Donc, je prends 3 jours off et je vais à Paris et je vais voir les grandes écoles de commerce. Donc, même si j'étais pas encore complètement familier avec le concept de prépa et d'école, on a tous entendu parler d'HEC Paris. Donc, j'y vais, on discute avec les étudiants sur les stands, etc. Et mon père me fait réaliser que bah, c'est pas des surhommes, les gars, en fait. Tu vois ce que je veux dire? On a tout. S'il respire alors ça va. Voilà, exactement. Ouais. Il boit de l'eau, tu bois de l'eau, on est pareil. Donc là, je me dis, ok, c'est ça. Après, il y avait des anciens aussi d'HEC qui étaient sur le stand, je commence à discuter, je commence à poser quelques questions sur le choix de carrière qu'ils ont commencé à faire, etc. et quelles sont les possibilités. Là, j'en ressors enrichi. Je comprends que après une école de commerce, quand tu es dans ma situation, que tu sais pas encore exactement ce que tu peux faire, tu as toutes les portes les plus prestigieuses qui s'ouvrent à toi en France et même à l'international. Donc je me dis nickel, tu sais quoi? Je vais partir là-dessus. Ça me donne 2 ans de prépa pour continuer à réfléchir sur ce que je veux faire, plus une année de pré-master où je vais pouvoir me poser et regarder, observer. Moi, je suis quelqu'un de très observateur.
Donc je observer, comprendre les gens, regarder les différents choix de carrière, et cetera. Donc je me dis: «Ça m'achète du temps» et la prépa sur le papier, c'est un bon deal. La prépa pour moi, c'est un bon deal. Ouais, c'est exigeant, tu te forges une capacité de travail qui est hors norme. Tu réfléchis 2 fois plus vite que la moyenne et tu as une capacité de synthèse qui est pour moi la qualité numéro 1 dans mon métier actuel, qui est développée à un niveau, que j'aurais même pas imaginé si tu veux. Hem, du coup, je rentre à casa, motivé comme jamais. Je regarde la liste des top prépas en France. Je vois le top 3. Il y avait une prépa qui s'appelait Madeleine Danielou, une seconde qui était classée, enfin celle qui était classée deuxième à l'époque, qui s'appelait Sainte-Marie-Lyon, et la troisième qui était le lycée Henri IV. Nickel. Je me dis ça, c'est mes targets. Ça, c'est mes targets. Donc je bosse, je défonce tout en contrôle continu. C'est effectivement en allant au salon que j'ai compris que la prépa était pas réservée à une élite. Tu sais, moi, j'habitais au Maroc. Tu te dis, tu vois des reportages M6 sur les étudiants du lycée Henri IV. Tu te dis, c'est tous des personnes de grandes familles françaises. Tu te dis, est-ce que j'ai le droit moi aussi, tu vois? Et aller à ce salon, ça m'a permis de me rendre compte que fallait pas que je me bride et que je tente ma chance. Au pire des cas, j'avais un backup. J'avais un backup. Je voulais aller à McGill, à l'université à Montréal. Je me suis dit, c'est mon backup. Si je suis pas pris dans une bonne prépa, c'est mon backup. Donc, c'est ouais, effectivement, ce salon qui m'a permis de me rendre compte que c'est pas impossible et que moi aussi j'ai le droit d'y aller. Comme quoi tout est possible. Et il y a un mec de mon ancien lycée qui est vraiment le mec le plus chill, le plus zen et le plus cool du monde. Et ben il a fini en prépa à Henri IV. Tu Hmm. vois? Et Mais par c'est contre, c'était le premier de la classe. Il avait 18 de moyenne, il avait d'excellentes notes, il était dans l'association du lycée. exact. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment le message à faire passer. Ok, et juste dernière petite question, après on peut passer sur la prépa. Si tu devais justement donner un conseil à un jeune qui veut intégrer la prépa, à part le fait de travailler dur et d'avoir des bonnes notes, quel conseil tu lui donnerais? Bah, je pense qu'il faut s'imposer un rythme similaire à peu près à celui de la prépa avant, pour comprendre et aller tâter un petit peu si tu es capable d'absorber une grosse, ouais, une grosse quantité de travail. Et je pense que faut se mettre cette discipline de au lycée, je dois être bon partout. Les mecs qui excellent en prépa, c'est des mecs qui sont bons partout. C'est-à-dire que tu vas avoir un mec qui est excellent en maths, qui est nul en économie, il va jamais avoir une grande école. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que toutes les personnes qui étaient dans ta classe étaient des premiers de classe dans leur lycée à eux. Ouais, 1er de classe des plus grands lycées français, Stanislas à Paris, Henri IV, Louis le Grand. Moi, j'arrive, lycée français de Casablanca, j'étais un peu, je me sentais, j'avais le syndrome de l'imposteur à fond, tu vois. Arrête, c'est quand même un beau lycée, mais j'ai l'impression qu'ils valorisent justement ça, les lycées français à l'international. Ils valorisent, mais bon, bien sûr, 100%, et c'est pour ça que j'ai été pris là-bas, mais tu te dis, Ouais, je putain, comprends, avec les autres comme une sorte de différenciation. Ouais. c'est ça. Ouais, t'as le gratin en fait français, t'as le gratin. Je crois qu'il y avait sur cette prépa 2000 personnes 2000, qui waouh! ont postulé, 2000 personnes qui ont postulé, et la classe on était genre 25 ou 30. Punaise, waouh! Et de se dire que sur les 2000, les 2000 sont excellents, waouh! C'est ça, c'est ça. Je crois qu'il y a il y a quelqu'un dans ma prépa, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui a eu 20 au bac. Franchement, chapeau, waouh, Ouais, c'est impressionnant. C'est waouh. ouais, non, c'était. Donc le conseil, c'est imposez-vous le même rythme de travail, mais dès la première? Ah ouais, c'est-à-dire te donner tous les moyens de ta réussite, y aller à fond et ne jamais dire, ouais, tu sais quoi, sur un malentendu ça passe. Te donner tous les moyens, y aller à 100% sur chaque épreuve, sur chaque examen, sur chaque contrôle continu. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil à donner pour te prouver que tu en es capable et aussi construire le meilleur dossier possible, tout simplement. Et comment s'est passée la prépa après? Est-ce que tu as une petite anecdote de tes 2 ans donc de prépa? Ouais, ouais. Bah déjà, t'arrives en prépa, tu te prends une claque, tu vois. Ça te met un retour à la réalité. T'as que des élèves qui étaient excellents au lycée, des plus grands lycées, comme on disait juste avant. T'arrives, tu fais tes premiers contrôles. Le premier de classe, il a 8 sur 20 ou 10 sur 20. Et je me rappelle d'épreuves où j'avais 8,75 sur 20 et j'étais deuxième, tu vois. Donc déjà là, ça te met un retour à la réalité et ça te montre le niveau d'exigence qu'il va falloir. Donc, tu as deux types de personnes quand tu arrives en prépa. Tu as les personnes qui voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui y vont à fond, bam, 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 qui réfléchissent pas. Ces personnes-là, elles vont se cramer rapidement. Est-ce qu'elles vont faire une deuxième année? C'est pas toujours le cas. Le second temps, c'est tu acceptes que tu vas souffrir pendant 2 ans.
et tu prends les choses au jour le jour. Tu essayes de trouver du fun dans ce que tu fais. Tu essayes de voir, de te convaincre toi-même de la vision que tu as et tu vas doucement mais sûrement. Et moi, j'ai fait partie de cette deuxième catégorie. J'ai mon meilleur ami, enfin, quelqu'un que j'ai rencontré en prépa qui a fait le SCP après, qui a adopté, si tu veux, la même méthodologie que moi. Et on voyait les choses comme ça. Donc, première anecdote, boum, tu te prends une claque. Deuxième anecdote, c'est que t'as plus de vie perso, en fait. C'est la réalité. C'est moi, mon rythme, c'est je me réveillais à 5 heures du matin. Je me réveillais à 5 heures du matin. Je faisais des maths jusqu'à 7h30. 7h30, je descendais prendre le petit-déj rapidement et je partais à l'école pour être à 8 heures, 8 heures dans ma salle de classe. Donc t'as plus de vie perso. Tu donnes tout. Le week-end, tu as un DS sur table généralement le samedi matin qui dure jusqu'entre 8 heures et midi. Ensuite, on allait avec les gars de la prépa, on allait manger un grec, manger un tacos, essayer de retrouver un semblant de vie normale pendant 2 heures. On essayait de rigoler, on était content. Tu te prenais une canette d'Oasis, t'allais sur les quais à Lyon, tu prenais le soleil pendant 15 minutes. Pour moi, c'était exceptionnel. J'ai l'impression d'être à Dubaï en vacances. Et ensuite, l'après-midi, tu rentrais et tu bossais jusqu'à 19-20 heures et tu pouvais ensuite te retrouver avec des copains ou bien tout simplement appeler la famille. Ouais, c'est une épreuve, mais c'est sympa. C'est vraiment sympa et tu te dis, c'est le moment de ma vie où je vais le plus bosser, où je vais me mettre le plus haut niveau de discipline et c'est une belle aventure. Franchement, ça forge un certain mental et une Ouais, capacité de travail hardworking, tu vois, qui est énorme, j'ai l'impression. ouais, complètement. Et je m'en rends compte de plus en plus et plus je monte les échelons dans mon domaine actuel, plus je m'en rends compte. Ce qui va me permettre de faire la différence sur énormément de choses, c'est ma capacité à comprendre les chiffres, et ça, la prépa te l'apprend d'une manière excellente, et ton esprit de synthèse. Ouais. Comment est-ce que tu es Ouais. capable d'absorber... Ouais, vas-y, pardon, je t'en prie. Et quel impact la prépa, elle a eu sur toi? Est-ce que cette capacité-là de travail dur, tu la ressens aujourd'hui? Comment ça t'aide dans ton métier aujourd'hui? Ouais, bah pour effectivement les deux choses que je voulais dire, c'est capacité de synthèse. Parce que moi, dans mon boulot actuel, Mm. Ouais. j'ai un volume d'informations comme ça à absorber, et je dois rendre un résultat basé sur ce volume d'informations qui est comme ça. Et ça, quand je le fais à côté de quelqu'un d'autre, j'arrive, ça me prend 3 minutes à Waouh. faire une synthèse bien structurée avec, tu sais, on adore ça en France, mais le thèse, antithèse, synthèse, des plans structurés en 3 parties, boum, boum, boum. Ça me permet d'aller très vite, ce que des personnes qui n'ont pas fait forcément le même parcours que moi n'arrivent pas à produire. Ça va prendre plus de temps. Ça va prendre plus de temps. Ça, c'est vraiment la qualité, enfin, c'est le skill qui me sert le plus actuellement. En mon prépa et bien évidemment la capacité à absorber, et je vois toutes les boîtes où je suis passé. Heu, au début, quand tu rejoins une boîte, tu as une petite période de formation qu'on appelle l'onboarding, et j'arrive, le contenu, je le mangeais en quelques jours. Je le mangeais en quelques jours alors qu'il y avait un time slot de prévu qui était de 2 semaines, 3 semaines et cetera, tu vois? Et toi, comment tu te projetais après la prépa? Qu'est-ce que tu voulais faire exactement? Tu voulais intégrer quelle école? Ouais, bah, je rentre en prépa, je vais pas te mentir, et ça a été une petite désillusion, mais moi je rentre en prépa, je me dis: «Je veux HEC». Pour moi, c'est HEC ou rien. C'est HEC ou rien. Donc, tu te prépares, tu prends compte de tes forces, de tes faiblesses. Moi, j'étais le profil en prépa, c'est-à-dire que j'allais jamais être premier de classe à part dans une ou 2 matières, mais j'étais très généraliste. C'est-à-dire que je pouvais avoir la même note en éco qu'en maths, grosso modo, et c'était ça ma force. Et ma seconde force, c'est que je savais que j'allais jamais être dans le top 1% au concours sur, la partie écrite, mais aux oraux, tu sais, tu passes tes concours, tu es admissible à l'écrit, ensuite tu dois aller dans les écoles passer des oraux, et je savais que ces oraux-là pouvaient me faire grimper des centaines de places parce que c'était, j'ai la chance de parler de manière complètement, courante 4 langues. Je savais que ça allait pouvoir me propulser rapidement. Donc mon plan, c'était d'aller de juste être admissible aux écrits HEC et ensuite de rattraper mes places pour être admis directement sur l'épreuve orale. Ça, c'est le plan. Ça, c'est le plan. J'arrive au concours, je passe mes concours, tout se passe, OK, quelques petites désillusions, mais rien RAS, tu vois? J'attends les résultats, et je me rappelle, il y a une école qui s'appelait Grenoble École de Management qui sort les résultats avant tout le monde. En gros, tu as un classement sur, Grenoble. Ce classement, si tu es bien classé chez Grenoble, bah, statistiquement, tu as des très bonnes chances d'être, bien classé à l'EDEC, à l'EM Lyon, à la SCEP, et cetera, tu vois? J'arrive et je vois mon sparring partner en prépa, j'avais un binôme avec qui je bossais, on bossait à 2, on s'aidait beaucoup. Super passe à Grenoble, je crois il est dans le top 200 ou un truc comme ça. J'arrive, moi j'ouvre mon téléphone, je regarde mon classement, 2780. Hmm.
Et là, je me dis: «Merde, j'ai complètement foiré mes concours, complètement foiré mes concours». Et comment ça se fait que l'école de Grenoble soit liée au concours, est-ce que c'est les mêmes concours en prépa pour tout le monde? En gros, de mémoire, et c'est déjà assez loin derrière moi, mais tu as 2-3 banques de concours. Certaines écoles ont des épreuves communes. Il me semble que Grenoble et HEC avaient certaines écoles épreuves de communes. C'était pas le cas pour d'autres écoles. Tu avais des maths HEC qui marchaient aussi pour une autre école. Les maths EDEC et EM Lyon, c'était autre chose. Enfin bref, ça marchait comme ça, mais en gros, pour la faire courte, c'était un bon indicateur de où est-ce que tu allais te retrouver admissible. Ensuite arrivent les résultats d'admissibilité et je vois que j'ai aucune parisienne. Je suis, bien classé à l'EDEC, bien classé à l'EM Lyon, pas de souci. Mais c'était pas des écoles que je voulais, tu vois, à l'époque et je suis un peu dégoûté. Coup dur, coup dur. Tu viens d'une top prépa, tu as bossé à fond pendant 2 ans, tu espères au moins une admissibilité à l'ESCP ou à l'ESSEC. Enfin bref, coup dur. Je voulais même pas passer mes oraux. Je me suis dit: «Tu sais quoi? Je vais même pas aller passer mes oraux, ça sert à rien, je vais refaire une année de prépa». Là, j'appelle mon père. Et elle me dit: «Non, bah, juste vas-y, tu vas tout casser aux oraux, c'est ton point fort et ensuite, bah, vois ce que ça donne». Grosso modo, je passe mes oraux, j'ai, des 20 je crois partout, dans toutes les écoles et toutes les épreuves où je suis allé passer des oraux, j'ai eu 20 partout. Ça m'a fait monter énormément de places. Donc je me dis: «Nickel», résultat, je suis admis à l'EDEC, admis à l'EM Lyon, et admis dans toutes les écoles en dessous de l'EDEC et de l'EM Lyon. Là vient le moment où je me dis: «Est-ce que je prends ou est-ce que je refais une année de prépa?» Moi, je voulais vraiment par rigo refaire une année de prépa. Je me disais: «J'ai le niveau, enfin, je peux me donner les moyens d'avoir une parisienne. Je vais retourner en prépa, refaire une année et ensuite retenter ma chance». Je parle avec mon père. Il me dit: «Statistiquement, tu vois, un concours, c'est tu 4 heures face à une feuille. Rien ne peut te garantir que tu vas avoir une meilleure note l'année prochaine, même si tu es plus préparé. Enfin bref, on en vient à la conclusion que vu mon profil, vu mes forces et vu le tournant que je voulais donner à ma carrière, l'école allait pas faire une si grande différence que ça. Tu vois? Que j'ai l'EDEC ou HEC, j'allais pouvoir m'en sortir et survivre. Et tu as dit toi que tu te projetais dans un plan de carrière. Dans quel domaine tu voulais te rediriger? Mmh. La réflexion à l'époque, c'était moi, dans tous les cas, je veux, et c'est toujours là ma volonté actuelle, c'est moi, je veux monter ma boîte. Si tu veux, ma vision moyen terme, c'est monter mon entreprise. Donc mon père me disait, et lui-même qui est entrepreneur, me disait, mec, j'ai fait l'EDEC ou HEC, ça change rien pour monter une boîte. Les plus belles boîtes sont montées par des gars qui n'ont pas fait de grande école, certains n'ont pas fait d'études, etc. Ça n'a aucune influence. Il me dit, si tu veux aller faire une carrière en finance, là, le tampon que tu as sur ton diplôme, il fait une différence. Mais pour moi, ça allait pas faire de différence. Donc, EDEC. Donc, je choisis d'aller à l'EDEC qui était, je sais plus, quatrième il me semble à l'époque, juste derrière les parisiennes. C'est toujours un débat EM Lyon, EDEC, enfin bref, je regarde. Moi, je veux l'EDEC. Et comment s'est passé par la suite, ton arrivée à l'EDEC? Franchement, c'était une super année. T'arrives, tu découvres l'école de commerce, tu relâches la pression après la prépa, tu fais la fête comme un malade pendant 6 mois, tu rencontres du monde qui vient de tout horizon. Euh, bon, c'était des bons souvenirs. Tu découvres la vie associative, la vie étudiante, etc. Après, moi, au bout de 4 mois, ça m'a gonflé. Je vais pas te mentir, au bout de 4 mois, ça m'a gonflé de faire la fête tous les soirs et d'avoir des événements associatifs. Associatifs au sens école de commerce, hein. C'est pas des événements caritatifs, c'est des événements en mode on se retrouve en groupe et on va faire la fête quelque part. Soirée à thème, blabla. Moi, ça m'a gonflé au bout de 4 mois, j'ai fait de l'intérim. J'ai arrêté de sortir, je bossais en intérim pour gagner ma vie, mettre du beurre dans les épinards, pouvoir voyager. J'ai toujours kiffé voyager, donc pouvoir payer mes voyages à droite à gauche. J'ai bossé comme un malade, j'ai tout fait. J'ai fait de la manutention, j'ai fait de la préparation de commandes, j'ai fait de la distribution de flyers, j'ai porté des sacs sur des chantiers, j'ai fait plein de différents petits boulots. Il y a le Covid qui arrive, je rentre chez mes parents au Maroc, on reste confiné. Et pendant cette partie confinement, je pense que tu as eu la même réflexion à l'époque, on l'a tous eu, on s'est tous dit on veut faire quelque chose de ce temps-là. On n'aura pas de crise sanitaire tous les ans. C'est le moment, en fait, on a un ordi, une connexion Internet, c'est le moment d'apprendre des choses. Mmh, OK. Et là, ce que je fais, c'est que j'apprends à coder. J'apprends à coder enfin, j'apprends à faire du web development. C'est pas du code de très très haut niveau, mais quand même, tu peux faire tout le front de jolis websites, etc. J'apprends à faire ça en ligne, etc. J'arrive à recréer des petits websites à droite, à gauche. Je m'amuse, tu vois, je m'amuse. Et je me dis, c'est un hard skill qui est pas mal.
OK, bah, merci beaucoup pour tous ces enseignements et j'avais une question, tu as beaucoup, beaucoup parlé de ton père et je voulais savoir quelle était exactement, ta relation avec lui, comment tu t'entendais avec lui et comment cette relation-là, elle t'a aidé? Ouais, bah, j'ai déjà pour commencer, j'ai eu la chance d'avoir 2 parents, une mère et un père qui sont des bosseurs. Chacun dans leur domaine, mais c'est des bosseurs, ils vont jamais rechigner à l'effort et ils vont toujours accepter de transpirer pour obtenir un résultat. Donc déjà, quand tu grandis dans cet environnement, quel que soit le domaine d'activité des parents, ça t'inspire et ça te dit que bah, t'es pas une princesse et que toi aussi, il faut que tu y ailles et que tu sues et que tu bosses. Ouais, faut bosser. Faut bosser, Mmh. il y a pas de secret. J'ai un père qui a commencé, à bosser dans une usine de phosphate, au centre du Maroc. Il a rapidement montré des qualités de leadership et cetera qui l'ont propulsé à la gestion d'une partie de cette usine et cetera. Et ensuite, ben, en bossant, en suant 2 fois plus que les autres, en acceptant qu'il partait de plus loin, bah, ça lui a permis de faire de grandes choses et c'est super inspirant d'avoir un exemple paternel et maternel aussi, comme D'accord. celui-ci. Et si tu devais donner un conseil à d'autres parents, tu vois, qui veulent aider vraiment leurs enfants, mais même leurs enfants, tu vois, parfois ils semblent désintéressés, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Quel conseil tu donnerais à un parent pour aider son enfant basé sur l'expérience avec ton père, tu vois, comment lui il t'aurait aidé? Je pense que et encore une fois, j'ai pas d'enfant, donc je parle peut-être un petit peu trop vite, Mhm. mais la faille numéro une que je vois et ce qui fait la différence entre les personnes de mon cercle qui ont pu avancer, faire des belles écoles et cetera et le reste, c'est que souvent, les parents vont venir imposer aux enfants une méthode de réflexion, D'accord. tu vois? Alors qu'en réalité et je pense qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de parents qui partent du principe que les enfants, parce qu'ils sont jeunes, sont débiles et comprennent rien à la vie. Et je D'accord. pense qu'il faut apprendre à tes enfants et leur donner tous les outils nécessaires pour leur apprendre, pardon, à réfléchir et se faire leur propre opinion. Ouais, leur propre opinion, Et super. comment est-ce que tu fais ça? Tu vas simplement les exposer à différentes choses, différentes réussites. Tu vas les apprendre si tu veux leur apprendre, pardon, si tu veux, à aller chercher de l'information. Tu vas leur apprendre comment fonctionne ChatGPT. Tu vas leur apprendre que YouTube, c'est l'université du 21e siècle, etc. Et voilà, tu leur donnes les outils, mais tu les laisses se faire leur propre opinion. Leur propre idée, Et, ouais. et quand ils te parlent, moi, j'ai eu la chance que ce soit mon père ou ma mère, quand je leur parle, ils vont jamais me dire oui ou non. Ils vont toujours me reposer une question pour s'assurer que mon mécanisme de réflexion est le bon et fait sens. Tu vois ce que je veux dire? Mais Hmm. en réalité, la décision d'aller en prépa, c'est pas celle de mes parents, c'est la mienne. La décision de sacrifier pendant 2 ans ma vie personnelle pour, ma réussite, c'est la mienne. Ils m'ont jamais rien imposé, mais ils m'ont appris à réfléchir et ils ont toujours je me rappelle mon père, j'avais 3 ans, il me parlait comme si j'étais un adulte. Tu vois? Il s'est jamais dit: «Oh, il est débile, il est jeune, machin». Ah, Non, c'est beau et parce ça, que c'est c'est un super petit, important. il comprendra plus tard quand il sera grand, ouais. Hmm. Exactement, Hmm. Ouais, ça c'est exactement important. et pareil, ils m'ont jamais mis d'obligation. Mon père et c'est une anecdote que je raconte souvent et qui fait rire, pas mal de monde. Moi, mon père, quand j'étais au collège, dans les petits cas, je lui disais: «Je veux pas aller à l'école», il me signait le mot direct. Il me dit: «N'y va pas. Pourquoi tu vas y aller?» Je lui disais: «Ouais, fais signe-moi un truc pour sortir plus tôt de l'école, machin». Il me disait: «Tiens, fais ma signature». Ouais, ça Tu c'est vois? intéressant, il t'a Et jamais rien imposé, toujours laissé le libre arbitre et c'est toi après t'as voulu aller bosser, aller en prépa. tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et il m'a autonomisé au maximum. Il m'a montré ce que pouvait être la réussite, ce que pouvait être un échec. Il m'a appris à réfléchir et j'ai toujours été maître de mon destin. Et les 2 ont toujours été là pour m'écouter, challenger ce que je disais et m'apprendre à réfléchir. Donc je pense que pour résumer, pas que les parents soient trop intrusifs, faut que les parents donnent les outils. C'est comme aujourd'hui, tu vois, j'ai une équipe, de gars que je manage. J'en ai 9, ils sont tous plus talentueux les uns que les autres. Mon rôle, c'est pas de leur dire quoi faire. Mon rôle, c'est pas de leur dire: «OK, quand tu parles à un client, tu dis ça». Mon rôle, c'est de leur donner tous les outils pour être capable de faire face à toutes les situations, 99 des situations auxquelles ils vont faire face en parlant à des clients. Et mon rôle, c'est de leur apprendre à savoir rebondir, faire l'exercice intellectuel dans notre cas, dans notre métier, dans notre produit et cetera, pour Hmm, répondre hmm, aux hmm. objections et jongler autour de tout ça. Mais je suis pas là à leur dire: «Ouais, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça». Sinon ça a aucun sens.
tu vois? Et je pense qu'il faut garder le même, la même réflexion pour les enfants. Génial, bravo. Bah, la prochaine en fait question que j'avais, c'est maintenant pour les jeunes. On a parlé des parents, le fait de ne posez pas de barrières à vos enfants, ne posez pas de limites, surtout les limites intellectuelles, mais donnez-leur en fait les outils pour penser par eux-mêmes et pour savoir ce qu'ils veulent faire, c'est ça? Ouais. Hmm. Ben, le conseil, quel conseil maintenant tu donnerais aux jeunes, tu vois, qui parfois n'ont pas la meilleure entente du monde avec leurs parents, même parfois les jeunes ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Quel conseil tu donnerais aux jeunes pour, je dirais, maximiser la sympathie, l'entente, la bonne entente dans la relation avec leurs parents? Déjà, je pense que le critère numéro un pour la réussite, et c'est ce qui te permet de réussir dans une entreprise, de monter les échelons, d'être apprécié, et cetera, faut être une bonne personne. Ça peut paraître, bête, mais faut jamais porter de jugement. Faut toujours être respectueux avec tout le monde, quelle que soit la position de la personne. Ça, c'est la règle numéro 1, c'est ce qui va faire de toi une personne respectable et appréciée. Règle numéro 2, il faut accepter de ne pas tout savoir. Tu vois, je suis plus intelligent que je l'étais hier, je suis plus bête que je le serai demain. Ça, c'est vraiment une règle, et il faut toujours se mettre dans la position avec le niveau de savoir que j'ai à l'instant T, prendre la meilleure décision possible. Faut jamais se dire avoir peur de prendre une décision parce que demain je penserai différemment. Faut toujours s'assurer de faire les meilleures recherches possibles et de prendre la meilleure décision possible à l'instant T. Ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui n'osent pas prendre de décisions parce qu'ils disent: «Bah, peut-être que quand j'aurai 25 ans, je penserai différemment». Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment, faut passer, et c'est comme dans ce que beaucoup d'entrepreneurs disent, c'est il faut passer à l'action, et pour passer à l'action, il faut avoir le meilleur niveau d'information et te faire le maximum de recherches et prendre ta décision en prenant ça en compte et sans prendre en compte, trop de choses futures. Sinon, tu pas. Et le troisième élément qui pour moi, et c'est ce qui a drivé ma carrière jusque-là, dans une boîte, dans une carrière, il y a pas mal de gens qui disent ça: soit tu fais de l'argent, soit tu apprends. Et moi, j'ai toujours valorisé l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai rejoint ma boîte actuelle parce que j'ai eu une discussion avec mon VP, ils sont venus me chercher, ils sont venus me recruter et j'ai eu une discussion avec lui, j'ai dit: «Cette personne, c'est quelqu'un qui a de bonnes valeurs, j'ai envie de bosser avec lui, c'est quelqu'un qui a de bonnes valeurs, c'est quelqu'un qui est respectueux et c'est quelqu'un qui va m'apprendre des choses». Et pour moi, ça, c'est le trio gagnant. Donc je dirais, c'est vraiment les conseils que je donnerais aux étudiants, toujours avoir cette soif d'apprendre, valoriser l'apprentissage. Quand tu apprends, tu vas plus loin. Si tu vas aller te concentrer sur un gain court terme, j'y crois pas. Et est-ce que tu dirais que ce conseil-là de rester curieux, rester ouvert à différentes perspectives en tant que jeune, c'est aussi applicable à la relation avec les parents? 100%, 100%, 100%. Je pense que moi, j'ai réalisé très tôt, du coup, en ayant des discussions avec d'autres personnes, que mes parents ne savaient pas tout. Tu sais, souvent, quand t'as 14, 15 ans, tu as l'impression que tes parents, c'est le summum du knowledge, mais ça reste des humains aussi. Et le feedback est toujours bon à prendre. Il peut venir de n'importe qui, il est toujours bon à prendre ou du moins à Hmm. écouter. Tant qu'il techniquement qu'il est constructif, eh ben, il faut prendre. Ouais, On, ouais. Et même s'il est pas constructif, c'est pas grave, tu l'écoutes, t'en fais ce que tu veux après. Tu vois ce que je veux dire? Mais toujours avoir l'humilité d'accepter. ouais, mais j'apporterai une sorte de nuance, c'est OK, je prends le conseil, mais il y a aussi une certaine forme d'esprit critique à avoir lorsque on reçoit des conseils. Je dirais que, OK, le mec, il m'a donné un conseil. J'analyse son conseil. Comment est-ce que ça peut m'aider? Comment est-ce que je peux changer ce que je fais actuellement en intégrant ce conseil-là? Et plus important, est-ce que ça déroge à mes valeurs? Sans, en fait, il faut pas que ça déroge mes valeurs. C'est une sorte en fait de juste milieu, je dirais, à avoir. Et tu as parlé d'un truc très, très important, c'est l'esprit critique. Quand tu es ado, que tu te cherches un petit peu, comment est-ce que tu construis un esprit critique? Tu lis, tu lis, faut lire au maximum. Faut regarder YouTube. YouTube, c'est une mine d'or. Moi, je regarde YouTube, dès que j'ai 3 minutes, je suis sur YouTube. Et toute Il y a du contenu. petite parenthèse, YouTube, mais de la bonne façon. De la bonne façon, toujours. Parce que tu as des gars qui vont te faire croire que tu peux faire 10 cas par mois comme ça, parce que tu as tous ces phénomènes-là. Après, encore une fois, c'est là où il faut aller faire des recherches. Faut aller comprendre les choses, faut aller jamais prendre quelque chose sans être allé chercher l'implication que ça a derrière, et cetera, et c'est comme ça que tu te construis un esprit critique.
Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. YouTube, c'est, je pense, une mine d'or. Et il y a énormément de vidéos que j'ai regardées avec des enseignements qui m'ont marqué, que j'applique Ouais, toujours aujourd'hui. Mais comme dit, YouTube de la bonne façon. Tu as parlé de l'aspect un petit peu entrepreneurial, mais plutôt pas ouais. pour aller regarder des pranks ou pas pour aller regarder MrBeast, tu vois. Hmm. Non, 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 de la bonne façon, aller chercher du contenu de qualité. Et ça me permet d'ailleurs de rebondir sur quelque chose. Il faut parler anglais. Le meilleur contenu sur YouTube, il est Ouais, en anglais. il faut parler Et anglais, moi, ouais. et moi, ce qui m'a permis d'apprendre l'anglais et d'être fluent à un très jeune âge, c'est que j'ai mangé du contenu. J'ai absorbé du contenu, que ce soit sur la partie série, mais aussi sur la partie YouTube, hein, documentaire, livres, résumés de livres. Sur YouTube, tu trouves des résumés de bouquins qui sont géniaux. Il faut le faire en anglais et parce que ça te donne accès à du contenu qui peut être écrit par n'importe quelle personne dans le monde. De même, ouais, moi aussi j'ai été bon en anglais à un très jeune âge et en fait j'avais vu, je crois, une statistique, c'était que, et je crois que c'était il y a un an, 90% du contenu qu'il y a sur Internet, eh ben, il est en anglais. Mmh. Ouais, ouais, non, ça me surprend pas. Ça me surprend pas. C'est pour ça qu'il faut l'anglais, c'est une condition obligatoire et moi je le vois, hein, je recrute beaucoup de monde. C'est dur. Nous, les Français, on est encore en retard là-dessus, hein. Ou je sais plus si c'était 90% ou plus de la moitié, mais en tout cas, la chose à retenir, c'est que la majorité du contenu qu'il y a sur Internet, il est en anglais. Faut savoir parler en anglais. Ouais, Ok, ben si on fait un petit résumé sur relation parents-enfants. Donc si je comprends bien, c'est parents, n'imposez pas de limite à vos enfants, donnez-leur les outils pour penser par eux-mêmes. Et les jeunes, acceptez de nouvelles perspectives, ouvrez votre esprit critique. absolument, ouais, c'est ça, c'est ça et ouais, pas un système de réflexion. Ouais, et t'as parlé avant d'IA, de ChatGPT, comment toi tu l'utilises? Ouais, ouais, moi, ChatGPT, Perplexity, tous les outils un peu sympas qu'on a maintenant, c'est des utilisations quotidiennes pour moi. Ça me permet d'aller encore plus vite dans mon travail. Exactement. Et juste pour revenir sur la partie, qu'est-ce que tu peux faire pour développer un esprit critique, pour apprendre, pour voilà, gagner en, si tu prends le sens philosophique, en intelligence, faut pas accepter d'avoir quelque chose qu'on comprend pas. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma tête. C'est-à-dire que je vais regarder une pub à la télé. Si je sais pas de quoi ça parle, je vais le chercher. Et avec ChatGPT, tu peux prendre une photo d'un objet, ça va te dire ce que c'est. Je l'ai fait encore hier, tu vois. Ouais, il faut vouloir comprendre. Ouais, il faut vouloir comprendre. Il faut pas accepter d'avoir quelque chose que tu ne comprends pas. Dans une discussion, tu peux parler avec des gens qui vont, moi ça m'est arrivé souvent, des mecs un petit peu plus âgés que moi, ils ont un peu plus de savoir que moi, ils se la pètent un petit peu. Tu sais, t'acquiesces pendant la conversation, je rentre chez moi, je suis sur Google. Je rentre chez moi, je suis sur Google, je veux tout comprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui te permet de progresser extrêmement vite. Je te garantis que tu fais ça pendant 30 jours, 2 mois, tu vois déjà une énorme différence. Ok, et je rebondis sur ce point avec une statistique et une réflexion en fait que j'avais eue il y a 2 mois. Et la statistique c'était que l'homme moyen d'aujourd'hui, eh ben, il a plus accès à l'information avec Internet, il a plus accès à l'information en quelques secondes que le roi du monde il y a 100 ans. Que l'homme le plus puissant du monde, tu vois, il y a 100 ans. Ce qui fait que en fait, aujourd'hui, l'accès à l'information, à la connaissance, il est tellement, je dirais, démocratisé que c'est plus une question en fait de ressources. C'est plus, c'est en fait, la ressource, elle est là, Mmh. tu vois. Mais c'est plus une question de volonté. C'est plus une question Ouais, de bien sûr. est-ce que je veux aller apprendre? Est-ce que je veux savoir? ChatGPT, il est là, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des milliers des siècles d'histoire de l'humanité et de la connaissance de toute l'humanité, il faut lancer ChatGPT, il faut aller Et vouloir savoir, tu vois. et c'est clair et je pense que tu peux demander aux mecs de notre génération tout simplement de demander à leurs parents, à leurs grands-parents à quel point c'était galère d'aller chercher de l'info. Moi, ma mère, elle me raconte des choses où Bien sûr, fallait aller chercher dans des encyclopédies, c'était une galère comme pas possible, on s'en rend pas compte. et les encyclopédies coûtaient archi cher. Tu vois ce que je veux dire? Tu là, c'était un cadeau de Noël, une encyclopédie. C'était un cadeau de Noël. Et là, tu un téléphone, tu peux te régaler, tu peux apprendre plein de choses. Non, franchement, ça paraît très cliché, hein. C'est quelque chose que j'entends depuis la création de YouTube, mais c'est vrai. C'est comme ça que j'ai appris les langues que je parle.
C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses de mon métier. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses, sur les finances personnelles, sur l'investissement en bourse, on a de la chance. Franchement, on a de la chance et tous les matins, ça va paraître cliché, mais tous les matins, je me dis: «J'ai de la chance de vivre dans cette époque». Une autre aussi question que j'avais, c'est ChatGPT, il est sorti en novembre 2022. Ouais, En fait, en novembre 2022, est-ce que tu étais toujours en master à l'EDEC? non. Non, 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 j'y étais plus. Ok, bah en fait, parce que j'allais te demander la question, si tu étais toujours en master, tu vois, j'allais te demander, est-ce qu'ils intègrent déjà l'IA, eux, dans les programmes? Comment eux, ils l'intègrent? Est-ce que tes camarades, ils l'utilisaient déjà? Mais au final. Mais alors, la question, comment toi, tu le vois dans l'éducation, simplement, Bah, l'IA? toujours intéressant. Moi, je l'utilise beaucoup dans une logique de formation des nouveaux commerciaux qui arrivent, etc. Après, dans l'éducation, ça te permet toujours d'aller un pas, un kilomètre plus loin. Tu peux rassembler plein de données, plein de bilans financiers, et cetera. ChatGPT va t'aider à faire une conclusion et te permettre de faire des prédictions, des analyses. Tu peux toujours venir challenger ce que tu penses que tu as écrit avec ChatGPT. Tu peux lui demander d'aller chercher de l'information à droite, à gauche. Donc, je pense que ça va élever, et c'est ma prédiction, ça va élever le niveau de production des élèves ça va vraiment l'élever parce que en fait, ils vont avoir, un assistant qui va leur permettre de venir challenger tout ce qu'ils écrivent, tout ce qu'ils produisent et ça va leur montrer un autre niveau d'exigence, donc c'est comme ça que je le vois. Après, tu peux aller beaucoup plus loin et j'ai des potes qui sont en train de monter des sociétés là-dedans, mais tu peux créer des programmes customisés, avoir des profs virtuels à qui tu vas parler en temps réel, qui vont te corriger, qui vont te faire réfléchir d'une manière, différente. Tu as énormément de cas d'usage qui sont en train de se créer, mais grosso modo, moi, je le vois d'un très bon œil et je pense que ça va permettre d'augmenter le niveau d'exigence, même si ça peut faire un petit peu peur et que tu te dis, ouais, les plus flemmards vont tout mettre dans ChatGPT et plus rien produire, plus réfléchir. Moi, je le vois pas comme ça. Il faut juste que les écoles soient suffisamment intelligentes pour adapter les programmes et non pas rester sur le modèle qu'on avait il y a encore 5 6 ans. Super, bah merci beaucoup Marwan. Je t'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser, que j'avais notées. Voilà, bah je Avec tenais à te plaisir. remercier. C'est vrai que là, on en ressort avec de très 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 beaux enseignements. Merci encore pour ton temps. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un petit mot de la fin, une conclusion? Bah, juste pour conclure, déjà, merci pour l'échange. Je pense que pour moi, si je devais parler au Marwan qui avait 12 ans, je pense que ce que je dirais, c'est apprends des langues, sois curieux. Travaille 2 fois plus dur que la moyenne. Je dirais donne-toi les moyens de tes ambitions et ne t'autorise pas à parler si t'es pas dans le haut du panier, dans le domaine spécifique que tu vises. C'est vraiment une tendance humaine. En France, on est très fort pour se plaindre, mais je pense que c'est ouais, c'est effectivement quelque chose, d'une mentalité qui doit changer. Super, bah merci beaucoup Marwan. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera disponible samedi prochain à la même heure, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater. De plus, si vous êtes parent, vous stressez peut-être probablement pour l'avenir et l'éducation de vos enfants. Je suis en train de monter une application pour vous aider à souffler et aider également votre enfant à réussir avec une approche basée en 3 étapes. D'abord l'optimisation de ses notes et de ses résultats, ensuite son orientation, il va savoir ce qu'il veut faire et ensuite comment avoir l'école de ses rêves. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour découvrir le projet à travers un appel 100% gratuit avec moi pour que je vous le présente. C'était Sami Benzakour. Merci beaucoup.